Donc, bienvenue à Raphaël. Merci Merci beaucoup. d'être venu. Merci pour Bienvenue à l'invitation. vous aussi. Oui. J'avais envie de commencer en disant que c'était une soirée un peu particulière, mais en fait, parce que c'est pas une soirée littéraire. Mais en fait, je me rends compte que ça commence à faire plusieurs fois qu'on fait des soirées un peu particulières. Donc finalement, c'est une soirée normale. Juste, on va pas parler vraiment littérature, mais plutôt nature. Et donc, Raphaël a créé et dirige une collection assez récente, puisque à ce jour, il n'y a que 6 titres, et encore même, il n'y en a que 4 qui sont vraiment parus, puisqu'il y en a encore 2 qui paraissent, les insectes et les fleurs sauvages paraissent dans quelques jours, le 20 avril, si je me souviens bien. Oui. Donc, en fait, c'est une toute nouvelle collection qui a démarré il y a un an, à peu près, en avril 2022. Et donc, c'est chez les éditions Tana. Ça s'appelle Les Carnets du Scarabée. Et on va revenir pas mal pendant cette rencontre sur tu vas nous expliquer vraiment bien la notion de naturaliste. Mais déjà, je voudrais que tu te définisses toi. Est-ce que tu te définis comme un naturaliste? Est-ce que tu peux nous parler très brièvement de ton parcours Oui, avec plaisir. Merci avant à tous d'en d'être venus arriver à déjà. ça? Bonsoir. Ouais. Alors, effectivement, je suis Raphaël déjà, naturaliste depuis toujours. Je suis né en gros avec des jumelles autour du cou. C'est ça que ça veut dire. Ça s'explique pas. Ça s'est traduit dès tout petit par coller des images dans les cahiers, et puis après aller les voir dehors, et puis après les étudier, et après intégrer des associations pour apprendre, suivre un parcours universitaire pour compléter, et non pas l'inverse. Et ensuite, travailler autour comme guide naturaliste, c'est-à-dire j'accompagne des gens sur le terrain pour leur expliquer ce qu'ils voient. Ça peut être photographe, ça peut être directeur de collection, ça peut être technicien de terrain, c'est-à-dire des fois il y a besoin d'aller sur le terrain pour faire des études. Et il faut des experts dans le sens capable de mener une expertise, c'est-à-dire capable de reconnaître ce qu'il y a. Et donc à ce moment-là, j'interviens, ou alors ça peut être pour monter des dossiers de protection, d'études ou de protection de la faune, de la flore, etc. Puisque beaucoup de mon travail et de mes activités tournent autour des associations quand même. Puisqu'on y reviendra sûrement, mais l'activité naturaliste, ça ne prend pas sur les bancs de la fac, mais ça prend tout seul ou au contact de gens qui savent. Et en général, c'est les associations, mais on en reparlera sûrement. Donc voilà, ça c'est mes activités en général. Donc je les partage entre du guidage, souvent comme guide, c'est à l'étranger. Ou alors ici, travailler sur des projets locaux avec des associations locales ou ça. Voilà un peu mon parcours, brièvement. Et donc, moi, je connaissais les éditions Tana il y a quelques années, qui étaient déjà dans le livre pratique, mais plutôt tournées vers la cuisine ou les activités manuelles ou artistiques. Et j'ai découvert en fait par ta collection que, enfin déjà un peu avant, mais ça m'a vraiment frappé avec cette collection que, en fait, la directrice actuelle qui a repris en 2019, dont le nom est peut-être un peu difficile, alors je ne sais pas si je le prononce bien, Suyapa Amji. Ouais, je crois qu'elle le prononce Amre, mais Ah ouais, je d'accord. suis pas. Et Pour moi, donc, c'est Suyapa. elle a clairement donné une direction très branchée écologie depuis qu'elle a repris, et c'est très marqué. Et notamment avec cette collection qui en plus s'appelle Carnet du Scarabée, et le scarabée c'est le logo des éditions Tana, donc il y a vraiment une parenté. Donc comment tu l'as rencontrée, d'où est venue l'idée de cette collection? L'idée de la collection est partagée, à savoir que c'est elle qui m'a contacté par l'intermédiaire d'un copain qui avait fait pour elle un agenda des oiseaux. Puisque chaque année, ils sortent un agenda. Il y a eu les plantes, pardon, il y a eu les arbres, je crois bien, d'abord, il y a 3 ans. Et cette personne a donné le contact à mon ami qui a fait les oiseaux, et cet ami s'est vu proposer de diriger une collection. Il n'en avait pas le temps, et il savait que j'étais un peu dans la partie, puisque je dirige une autre collection chez un autre éditeur, et nous a mis en relation, et ça s'est fait. À une époque où elle avait effectivement 2 ans, à peu près 2 ou 3 ans de reprise, puisque Tana existe effectivement depuis fort longtemps. Mais, et c'est marrant parce que je ne l'avais jamais interrogé en profondeur là-dessus, il n'y a pas, je lui ai demandé, mais c'était quoi, pourquoi Tana, pourquoi le scarabée? En fait, quand elle a repris, il faisait la ligne éditoriale, c'était ça. C'est-à-dire, ça allait de la moto jusqu'à la cuisine. Voilà, avec tous les intermédiaires. Donc, elle a repris, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais en tout cas, elle avait envie de se détacher d'un grand groupe
qui était à Chett, chez qui elle travaillait, mais tout en restant adossé. Donc, mais c'est un éditeur indépendant qui peut faire sa ligne, qui est en l'occurrence même écologie, qui est forte prédominance écologie, mais aussi plus généralement citoyen, on va dire. Parce qu'il y a le féminisme, il y a les fake news, il y a le potager, etc. Voilà, c'est vraiment militant et c'est vraiment authentique de sa part. Et quand elle m'en a parlé de cette collection, elle voulait quelque chose au départ de très pratique. Elle veut vraiment pouvoir rendre accessible l'action militante ou écologique au quotidien pour le plus grand nombre. Donc elle m'a dit, mais vraiment nature-nature, pas l'action sur les déchets ou, voilà, ou le bilan carbone, etc., mais sur la nature. Donc elle m'a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose qui puisse donner envie de faire des nichoirs, des mares, etc. Donc on a échangé et moi, je voyais tout de suite que c'était pas original puisqu'il y a déjà des ressources, beaucoup de ressources en ligne ou en livre sur ces genres de choses. Et ensuite, hormis les oiseaux, un nichoir à insectes et une petite mare, bon, assez vite, ça devient un peu du bricolage et ça va être plus orienté potager que faire dans un jardin, ou alors agroforesterie que faire quand on a une propriété. Mais les actions concrètes, c'est en gros aller dans les assos et ils vous diront quoi faire, quoi. Et vous serez bénévole et vous aiderez tout autant. Par contre, je lui ai dit, par contre, quelque chose qui n'existe pas, c'est rendre accessible l'activité naturaliste au plus grand nombre puisque malgré ce qu'on peut croire, ce qu'on pourrait croire, malgré l'abondance de guides sur les fleurs, sur les arbres, sur l'abondance d'applications aussi, hein, il manque la méthode. On a tout ce qu'il faut pour reconnaître une espèce si on les compare, que ce soit un téléphone ou un bouquin, mais ce qui vient avant, où est-ce qu'on sort, comment on sort, avec quoi on s'équipe, comment on les reconnaît, comment on se sert du guide, et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a déterminé la libellule, le papillon, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Qu'est-ce qu'on peut faire en tout cas? Voilà. Et ça, tout ce cheminement, cette méthode, ce manuel, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé encore de belles formules pour l'exprimer, mais en tout cas, ce cheminement qui précède le moment où on prend son guide pour essayer de mettre un nom, tout ce cheminement vers l'identification ou la détermination, eh ben, c'est ça que je voulais. Et elle a trouvé l'idée super, elle a adhéré, et voilà. Donc on voulait, alors pour le nom, on a cherché évidemment un peu de brainstorming, tout ça. Et Carnet du Scarabée, parce que on voulait quelque chose, un peu de référence à des références à nous, c'est-à-dire des prédécesseurs, des illustres prédécesseurs que sont des revues, pas des livres, mais des revues, La Hulotte et La Salamandre, qui sont deux super revues, vraiment voilà, naturalistes, hein, puisque rendre accessible la nature au plus grand nombre. Et on voulait un animal. Et après, les carnets du Scarabée, ça nous distingue un peu. Et puis ça fait justement ce carnet pour apprendre, quoi. Mais ce Donc qui est marrant, c'est que vous n'êtes pas parti du logo de départ, parce que c'est quand même le logo de l'éditeur. Et alors pourquoi le Scarabée, justement? Et le logo vient en deuxième. La vraie raison, c'est que moi, je pensais à Petit Scarabée. Eh oui. Parce que ça résonne, ouais, tout le monde à l'âge, là, je pense. Alors pour ceux qui ne savent pas, ou pour les anglophones, c'est Little Grasshopper. C'est dans Kung Fu, quand le maître apprend à à son jeune apprenti, il le traite, enfin il lui dit un jour tu apprendras Petit Scarabée. Ouais. Tu seras grand, quoi. Et donc voilà, c'était ça d'abord la référence. Et après c'est devenu le carnet du Scarabée. Alors tu l'as dit, il existe effectivement beaucoup d'abord de livres en général sur la nature, avec différents angles, mais il y en a à foison. Notamment beaucoup de guides de reconnaissance, de fleurs, d'oiseaux, d'arbres, de pierres, des traces d'animaux, enfin, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont bien faits, d'autres moins bien, mais ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, effectivement, c'est pas ça ce que tu as voulu faire là. Et du coup, bah, là, il faut qu'on rentre peut-être un peu plus dans la définition de ce qu'est un naturaliste. En fait, si moi j'ai bien compris, parce que je les ai quand même tous feuilletés, et même j'en ai lu 2 en entier pratiquement, c'est avant tout de l'observation en fait. Le naturaliste, il passe tout son temps à observer. Oui, c'est son moyen. À s'allonger dans l'herbe et à regarder, quoi. Par exemple, ou à lever les yeux au ciel et à observer les étoiles, c'est une activité naturaliste. Alors il y a plein de définitions. Naturaliste, au départ, c'est quand même quelqu'un qui empaille les animaux, hein, qui les naturalise, mais c'est pas ça.
Maintenant, on préfère taxidermiste ou empailleur, ça c'est encore un Ouais. mot français qui existe encore. Non, naturaliste, il y a plein de définitions, mais en fait, elle peut tenir en 7 mots. C'est une personne, et je dis, on y reviendra, mais une personne qui observe et qui nomme la nature. Voilà, 7 mots. Personne, c'est pas un scientifique, ça peut être n'importe qui. Vraiment, c'est pas. Il exagère, on y reviendra. Qui observe, c'est la base, c'est le moyen primordial, c'est par là que ça commence. Il faut pas voir, il faut regarder avec attention et concentration. Et qui nomme, ça c'est la finalité du naturel. C'est ce qui le distingue de quelqu'un qui observe pour observer, d'un peintre ou d'un contemplatif, Mm. mais qui ne va pas jusqu'à la démarche, jusqu'à l'action qui caractérise le naturaliste et qui est de nommer, qui arrive à trouver le nom, le bon nom, le chat un chat, le pic et pêche un pic et pêche, etc., de la plante, de l'étoile, de la roche, etc., de toutes les natures. Et les natures, justement, c'est vraiment le vivant, donc insectes, oiseaux, champignons, bactéries, microbiologistes, quand on sait les reconnaître, ou le plancton, c'est une activité naturaliste. Et le non l'inerte, on va dire, c'est pas péjoratif, hein, mais l'inerte, c'est les roches, les phénomènes météo et l'espace. Voilà. Et quand on arrive à, en observant, nommer quelque chose de ce monde-là, voilà, on rentre dans la démarche naturaliste. Et ça, il n'y avait pas. Exact. Il Et y avait pas. d'ailleurs, je signale que tu es en train de préparer, puisque la plupart du temps, c'est pas toi qui écris, Non. on va revenir sur ton rôle en tant que directeur de collection, mais il y en a un de ceux-là qui l'a coécrit, et tu es en train de préparer un autre bouquin dans cette collection Oui. sur qu'est-ce qu'un naturaliste, Exactement, en fait. justement. Donc, voilà. à la limite, ça aurait pu être le premier de la collection, mais c'est Oui, bien aussi de il le y a eu faire. débat. Il y a eu Non, mais débat. c'est bien de le faire Ouais. arriver maintenant, parce Je que pense, comme ça, je pense. ça recadre un peu tout ça. Je ne regrette pas. Et donc, ouais, pour en revenir à ce rôle de directeur de collection, tu avais déjà effectivement approché le monde de l'édition, ne serait-ce qu'en tant qu'auteur. On l'a là-bas, La nature en cœur, là, Oui. que tu avais fait avec Ombline, en coécriture avec Ombline. Tu connaissais donc bien le monde des livres et de l'édition, Oui. mais le rôle de directeur de collection, c'est un rôle particulier. Alors, nous, en tant que libraire, et vous, en tant que lecteur et lectrice, ça peut être un élément important pour s'y reconnaître dans la foison de choses qui paraissent, parce qu'on sait que tel éditeur ou telle collection d'un éditeur est fiable ou pas. Et donc, pour nous qui ne pouvons pas tout lire ni tout connaître, comme pour les lecteurs, lectrices, c'est intéressant. Ouais. Donc, ça veut dire que le rôle du directeur de collection, il est vraiment très important. Ouais. Ah oui, oui. Et là, plus que sur un beau livre, par exemple, parce que je dirige aussi une collection de beaux livres Nunatak chez Omniscience, où c'est des beaux livres de photos toujours sur la nature, évidemment, mais voilà, Groenland, la steppe, Oui. l'Asie centrale, l'Antarctique, qui est le premier que j'ai fait, et coécrit aussi. Mais là, comme le propos de cette collection Omniscience, en plus des belles images, c'est d'avoir quand même un peu de texte rigoureux et informatif sur la nature et ce qui est illustré, je suis là pour relire et passer au fil qu'il n'y ait pas de conneries, en gros. Mais il n'y a pas beaucoup de texte, et en général, les auteurs, ils savent de quoi ils parlent, et bon, voilà, il n'y a pas de travail sur le style ou autre. Là, c'est un peu différent. Je m'en suis rendu compte. Si j'avais su, je ne sais pas si j'y serais allé, mais si, quand même, bien sûr que si. Mais en tout cas, c'est totalement différent. Et pour cette collection-là, il faut que je trouve les auteurs. Donc, un spécialiste dans son domaine, forcément, qui sache vulgariser, rendre accessible ce qu'il sait. C'est pas inné. Et qui ait un peu de temps et qui soit pas trop difficile à traire, quoi. C'est-à-dire voilà, qui accepte l'échange et la co-construction d'un livre. Parce qu'il y a quand même il y a les jeunes, mais il y a déjà un ADN, il y a déjà un format qu'il faut respecter, il y a déjà un propos aussi voilà, qui est très dans le concret, etc. Bref, on ne peut pas divaguer, on ne peut pas trop en tout cas. Donc voilà, une fois que j'ai trouvé la perle rare, eh ben, je le coach. Maintenant, je le coach. Avant, je lui disais, vas-y, vas-y mon petit. Et à la fin, je me retrouvais avec 2 mois de travail pour tout remettre droit. Donc là, c'était rude, mais vraiment 2 mois à plein.
Alors que là, voilà, j'apprends ce que c'est que diriger une collection et donc déjà je les briefe à la présentation du projet, je leur rappelle en permanence. Mm. Déjà, et en plus, je reçois les chapitres au fur et à mesure qui sont écrits maintenant, et non pas à la fin, sinon Ouais, je suis mort. Et puis, je les briefe au fur et à mesure, et comme ça, bah, je les oriente, je les d'accord. canalise, etc. Et c'est super, hein, parce qu'en plus, j'apprends plein de choses. L'avantage que j'ai, c'est que même si j'ai commencé avec les oiseaux. Moi, mes jumelles ont précédé tout le reste. Après, je me suis mis aux plantes, aux insectes et tout ça. J'y connais plus ou moins. J'ai commencé, en fait, à vrai dire, j'ai commencé par l'astronomie. Quand j'étais vraiment au collège. Et puis un jour, mais je collectionnais les images d'oiseaux, etc. Et puis un jour, j'ai sorti associative et tiens, il y a des oiseaux que je colle dans mes cahiers qui sont à 2 pas de chez moi. C'est alors incroyable. Donc la lunette, elle a fait ça, et dans les arbres. Et je m'y suis mis mais vraiment à fond. Et après, l'avantage que j'ai, c'est que je connais un peu de tout. Donc je peux Mm. vraiment être force de proposition. Je prends pas le matériel, et ouais, il doit avoir raison, et je le mets en forme, et voilà. Mm. Non, je dis, ah, t'es sûr je peux les remettre en question, Mm. ou je Mm. peux leur dire, ah, t'oublies pas ça, etc. Donc je peux Mm. vraiment intervenir en tant qu'expert moins qu'eux. Ouais, Mais voilà, on peut avoir ils ont un répondant, quoi. Ils ont quelqu'un qui les ouais, challenge, ouais. quoi. Et Ouais. ça, c'est. Donc eux aussi, je pense qu'ils apprennent, au moins le travail d'édition, Mm. à défaut de connaissances sur ce qu'ils écrivent. Et donc ça se co-construit comme ça jusqu'à aboutir voilà, à ces collections avec justement vraiment une volonté de faire quelque chose d'agréable, beau, construit, rigoureux ouais, et beau et pas cher Ouais, en plus parce que oui, 13,90, ouais, moi je suis c'est vrai. bon, j'admire quoi, bravo Mm. à Tana et à Et Suyapa c'est pour ça. toi qui choisis les sujets? On les co-choisit avec Suyapa, je lui propose, évidemment elle est dans l'air du temps donc elle sait que le lichen, t'es sûr? Par contre, champignons ou arbres, Peut-être attendre un peu oui que la c'est ça, collection soit un peu plus c'est ça, identifiée pour passer au lichen, voilà. ouais. Et pourtant, oui, alors il y a des choses à dire sur tout, Ah hein. ben c'est sûr. J'arrête d'en faire un là-dessus, Ah j'arrête d'en oui, faire un sur les araignées, et il viendra, mais voilà. En oui. tout cas, pour Pour l'instant, lancer une voilà, collection, c'est c'est ça. bien d'avoir des sujets déjà un peu repérés par Voilà, le public. exactement. Donc là, je lui propose des choses, il me dit, ouais, là, ce serait super. Des fois, elle me demande, elle me propose, mais il faut que j'ai un spécialiste, quoi. Alors j'ai un réseau, donc je peux demander à Ouais. des gens qui connaissent, et puis ça s'est fait comme ça. Mais oui, ça se choisit ensemble. Mhm. Et après, par contre, elle me laisse faire tout le reste, puisqu'elle Ouais. a vu que bon, ça va, je savais à peu près faire. Et à la fin, elle valide, elle met en page, etc. Et c'est ça l'avantage aussi de Tana, c'est ils sont en lien avec quelqu'un qui peut faire des tableaux et des graphiques un peu simples. Ils sont quelqu'un qui est en lien qui met en page, quelqu'un qui Mm, relit. mm. Voilà, ils ont toute la constellation et ils font ça vraiment très bien, quoi. Ouais. Et ils veulent vraiment. Et on s'est rejoint là-dessus avec Suyapa, c'est qu'elle a dit, moi, si je veux faire quelque chose, c'est que ce soit quelque chose d'original et de pointu, quoi. Mm, Que les choses ne font pas et que ce soit bien fait. mm. Ben, c'est bon, je crois on Oui, se c'est rejoint ça. là-dessus. Ouais, Parce ouais, ouais. que ouais, je passe beaucoup de temps, justement, et je suis vraiment exigeant avec mes Ouais, auteurs. Mais pour l'instant, aucun s'en est plaint. Et je les remercie encore une fois de leur patience ouais, et de ouais. leur engagement, parce qu'il en faut, quoi. C'est sûr que par rapport à des collections, en fait, les éditeurs, c'est aussi des gens qui ont besoin de vendre des livres pour pouvoir en faire d'autres. Donc, ils ont tendance à surfer sur l'air Oui, du temps et les modes. Et on voit du coup sortir plein de choses en ce moment sur la nature parce que c'est oui. dans l'air du Et temps. c'est le printemps. Mais ça peut être aussi bien des trucs hyper mal Oui. faits, quoi. Ah, Enfin, donc, c'est bien d'avoir. ou mal traduit. Ouais, ouais. Ouais, Oui, ouais. voilà, Ou pas des achats de adapté, droits. c'est ça. Et du coup, pour en revenir justement au format et au style, j'ai repéré il y a en gros souvent en fait, il y a une grosse partie sur ce qu'on appelle la taxonomie. Oui, Alors ça, il faudra que tu nous oui. en parles. Mais avant, il y a toujours une ou deux parties un peu plus générales où on explique la biologie, par exemple, Mhm. des insectes, et puis comment on fait, les classements ont été faits, Oui, comment le matériel qu'il oui, faut. Enfin voilà, c'est très pratique. Et en même temps, il y a un tout petit peu de partie voilà. théorique, mais la partie théorique, vraiment, elle est hyper accessible pour le coup. Par Mhm. exemple, il y a des images dans celui sur les. Alors, j'ai regardé de plus près les deux qui ne sont pas encore parus, D'accord. justement. Donc, Plante les et insecte. insectes et les fleurs Fleurs sauvages. sauvages. Et dans les insectes, pour définir ce que c'est que le classement, la classification, il emploie l'image des poupées Oui, russes. Et l'autrice des fleurs sauvages, elle emploie une autre image, oui. alors que c'est exactement les mêmes catégories. C'est celle de l'armoire, avec différents tiroirs plus ou moins gros.
Tu peux nous expliquer un peu en 2 mots ce que c'est que la taxonomie ou la classification? Je sais pas si c'est synonyme les 2 d'ailleurs? Oui, oui, enfin presque, pas tout à fait, mais la systématique et la taxonomie ou taxinomie, c'est l'art d'arrêter que ce soit le bordel dans le vivant, quoi. En gros, c'est ok, tout ça là, tout ce qu'on voit, on va prendre des fleurs par exemple, on peut les classer de 10 000 façons différentes, par ordre alphabétique de leur nom, on peut les classer par couleur, par habitat, milieu humide, etc. Bon. Mais il y a un système hyper simple qui met tout le monde d'accord, enfin simple, en tout cas logique et cohérent, qui met tout le monde d'accord, c'est qu'on va les classer en gros par proximité génétique, qui souvent se traduit dans l'apparence. Les faucons sont proches et d'apparence et génétiquement, donc on va les mettre plutôt ensemble. Pendant longtemps, ça a marché comme ça, en disant, bon, ben, tout ce qui est canard, hop, ça va là, les faucons, ça va là, avec la rapace. Donc il y a les faucons, mais autour, il y a les rapaces, c'est-à-dire les rapaces du genre buse, épervier, tout ça, mais c'est autour. Mais autour, il y a les oiseaux. Et puis autour, on peut encore les mettre dans un plus grand sac qui est les vertébrés. Et puis encore un plus grand sac, qui, etc., etc. Donc c'est ça l'image des poupées russes ou des tiroirs, c'est d'arriver à se retrouver dans un système ou d'armoire ou de poupées russes pour arriver au final à donner un nom. Et un nom c'est quoi? Un nom c'est un identifiant unique composé juste de 2 mots. C'est le système binomial. Nous, c'est Homo sapiens. Voilà, Homo sapiens. On est qualifié avec ça, il n'y a pas une autre espèce Homo sapiens au monde. Il n'y en a pas. Vous pouvez chercher. Et chaque animal, plante, même avec les roches, il y a un système similaire, pas binomial, mais en tout cas avec tous les êtres vivants, il y a un système comme ça de 2 mots en latin, pour que ce soit dans toutes les régions du monde. Un bouquin en chinois, il peut être écrit en chinois, à un moment les noms seront en latin. Et je pourrais savoir s'il y a des illustrations et si les chiffres sont en latin, je pourrais savoir à quoi ça renvoie. Et on pourra se comprendre dans le monde entier avec ces 2 mots pour chaque espèce. Et c'est ça la magie de la taxonomie. Et la nomenclature, c'est l'art de les nommer, leur donner le bon nom, quoi. On ne va pas inventer des noms comme ça, on va essayer de rester à peu près logique aussi. Donc voilà. Donc ça, effectivement, il faut comprendre ce système, ces hiérarchies, parce que toute l'approche naturaliste, elle est basée quand même là-dessus. Donc c'est un peu la méthode, c'est un peu quand on veut apprendre une langue, la grammaire, quoi. La grammaire, comment c'est à peu près, est-ce qu'on met l'objectif avant ou après, etc. Une fois qu'on a à peu près ça, voilà, on peut avancer un peu plus facilement dans la langue. Et ça, c'est pareil. Quand on a un peu cette grammaire, ah ok, ça marche comme ça. Donc les rapaces, voilà, on sait notamment comment chercher dans les guides. Les guides, voilà, ils sont classés, justement, ils pourraient être classés par ordre alphabétique, il y en a qui sont classés par guide, il y en a par habitat, etc. Par couleur. Par couleur d'ailleurs, oui aussi. Par couleur, par habitat. Couleur, c'est très un moyen comme un autre. Mais beaucoup de guides sont classés, ils commencent par les perdrix et ils finissent avec les moineaux. Bon, ok. Et en fait, ils partent de l'animal qui est supposé être le plus ancien génétiquement et celui qui est censé être le plus récent. Bon, ça parle à personne. Mais si on veut l'utiliser convenablement, eh ben voilà, de savoir que les rapaces viennent après les canards, mais avant les passereaux, ça permet de s'en servir un peu plus vite. Bon, ça a d'autres avantages que de rendre ça plus accessible, mais ça se manifeste partout, ça se traduit partout. Et ça se traduit notamment pour les insectes, par exemple, plutôt que de savoir tout de suite le nom de ce hanneton. Mais déjà, commencer par savoir que c'est un hanneton. Et donc, ok, il a des caractéristiques avec 2 ailes qui sont durcies sur le dos façon coccinelle. Ok, il est petit ramassé. Ok, c'est un coléoptère. Déjà, hop, de insecte, je suis passé à coléoptère. Après, je peux passer à scarabéidé. C'est une famille qui déjà... Et tout le jeu naturaliste, c'est cette enquête qui vise à partir de 10 milliards de suspects à un seul. Ouais. C'est ça l'enquête, c'est ça le jeu naturaliste en fait. C'est d'arriver avec tous les moyens de l'enquête, moyens d'observation, moyens d'investigation, moyens d'étude, déduction, observation, etc. Et mettre un nom. Et une fois qu'on a le nom, et ça on en reparlera, ça ouvre des portes voilà, fabuleuses. Alors pour finir un peu sur la forme, il y a quand même une certaine unité de style et de ton que j'ai retrouvé dans les différents bouquins. Donc je voulais savoir si c'est toi si c'est une volonté de ta part au départ, parce que c'est effectivement très pédagogique. Moi je connais vraiment rien dans ces trucs-là, et c'est très facile de rentrer dedans.
Il y a un ton assez léger, assez vif, pas mal d'humour aussi. Mhm. Et donc, est-ce que ça, c'est une volonté dans le brief que tu leur fais, Ouais. par exemple, est-ce que tu leur demandes ça, de faire œuvre un peu, ouais, pour que ce soit plus accessible et moins rébarbatif C'est pas dans le cahier des charges. Enfin, il y a quelque chose qui est dans le cahier des charges, c'est que ce soit compréhensible. Et moi, je suis un naturaliste, on va dire moyen. Je connais plus que la moyenne, mais par rapport au naturaliste, je suis spécialiste dans rien, je connais un peu tout. Bon. Par contre, en vulgarisation, là, je m'y connais. Mm. Vraiment, j'adore ça, je sais que ça passe. Vraiment, ça me plaît. Donc, Mm. quand je lis quelque chose, il faut que je le comprenne et je me mets tout de suite à la place de quelqu'un qui n'y comprend rien. Enfin, très facilement en tout D'accord. cas. Et donc, il faut que je le comprenne via cet état d'esprit, ce filtre. Et si ça marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et donc, je les challenge pour arriver à ça. Et des fois, plus, parfois, j'ai rien à faire, ou pas grand-chose, champignons, arbres. J'ai pas eu à faire Mm. grand-chose dans le style, vraiment, parce que c'était clair tout de suite, ils avaient l'habitude, etc. Il y en a d'autres où le style ça allait, mais c'est plus dans. Enfin, le style ça allait, mais c'est vraiment dans la construction. Mm. C'est-à-dire que je l'ai découvert tout de suite, hein. Moi, j'ai écrit mon premier livre, voilà, c'était le premier à sortir, Oiseau, pour Tana. J'ai écrit des pages au kilomètre, quoi. Je l'ai envoyé. Alors, le fond, ça va, mais alors, non, là, le style, on ne veut pas un roman, on veut quelque chose d'aéré, il faut Ouais, des listes à puces, il faut des ouais, c'est paragraphes, il faut ça. des parties, voilà, il faut que ce soit découpé. Ok, d'accord. Donc j'ai tout de suite compris. Et j'ai tout transformé. J'ai pas écrit en plus de texte où j'en ai enlevé, mais juste voilà, je l'ai aéré, je l'ai un peu, pas désarticulé, mais un peu éclaté comme ça pour que ce soit plus fluide, plus agréable à lire, plus agréable et facile à mettre en page aussi. Et c'est ça que je demande Mm. avant tout aux auteurs. C'est que ce soit complet, rigoureux. C'est vraiment dans le fond, quoi. Et dans la forme, après, j'avoue que je suis intervenu pas mal pour certains ouvrages parce que. Et qu'est-ce que tu en penses si je le redis comme ça? Et pour l'instant, ceux avec qui je suis plus ou moins intervenu, ils m'ont remercié finalement. Mm. Enfin, ils étaient très satisfaits du Ouais. résultat. Ils ont vu que oui, ok, Mm. effectivement, c'est mieux. Donc, c'est pour ça qu'il y a une homogénéité sur les deux derniers parce que j'ai passé pas mal de temps D'accord. et qui va ressembler pas mal à celui sur les oiseaux et Les un peu sur oiseaux, la ouais. géologie. Ouais. Mais ouais. Ouais. Donc Ok. là, il y a ma patte, ouais. Parce que Mm. effectivement, j'ai un peu coaché, Mais est-ce que tu mais le c'est fais pas aussi par automatique. souci d'une certaine homogénéité, que les gens puissent, les lecteurs qui découvrent la collection, puissent ensuite la reconnaître aussi dans le style Non, c'est ou pas la construction? Non, pas. la construction, oui. Dans le Ouais, style, non. d'accord. Le style, ça s'est fait comme ça C'est chacun parce que son j'ai mis style. beaucoup du Mm. mien. Si j'y mets Ouais, beaucoup du mien, ça se retrouve. Voilà. ouais, d'accord. Mais c'est pas. Non, D'accord. si je peux éviter, moi, je suis très content. D'accord. Mais par contre, oui, je les invite à faire un peu preuve d'humour, d'avoir des titres sexy plutôt que la Oui, taxonomie. Alors, oui, voilà, oui, oui. non, on va dire. Non, non, Même mais si c'est juste la c'est vraiment taxonomie Kesako, réussi à mais ce niveau-là. ouais, C'est vraiment de la vulgarisation dans le bon sens du ouais, terme, quoi. c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on essaye. Donc en gros, en résumé, c'est pratiquement un guide méthodologique Ouais, du naturaliste, c'est ça. par thématique, Ouais, et en fait, on peut pas, c'est hyper utile, mais par contre, on a aussi besoin d'un oui, guide de oui, reconnaissance à côté. ça l'exclut pas, au contraire. Voilà. Le guide de reconnaissance, bah, tout le monde connaît, hein, je l'ai montré tout à l'heure, mais sur les plantes, vous avez pareil. C'est un trombinoscope, là en l'occurrence des oiseaux, mais ça pourrait être n'importe quoi, classé dans un certain ordre dont on a parlé. Et en gros, c'est comme un dictionnaire illustré. Vous avez le nom avec la photo en face, ou le dessin, et voilà. Bon, un dictionnaire, euh, quand on a un mot qu'on ne connaît pas, on le cherche, ok. Mais c'est comparable un peu à un dictionnaire de langue étrangère, ou à une partition. Et vous n'êtes pas musicien. Qui va vous apprendre à la lire, la partition? Il vous faut bien une méthode où quelqu'un pourra apprendre et vous dire comment on la déchiffre, à quoi il faut prêter attention, quand est-ce qu'il faut mettre l'accent et tout ça. Tout est là, mais il faut pouvoir le lire. Ben voilà, D'accord. c'est l'équivalent Ouais. d'une méthode d'apprentissage de langue ou de musique ou d'autres choses. Mais Ouais. C'est la même différence ouais, entre un dictionnaire et une méthode de langue voilà, et entre un guide de voilà, reconnaissance et ça. exactement, Ok. c'est ça. Et donc, tu disais qu'à partir du moment où on nomme ce qu'on Ouais, a vu,
ça ouvre plein de possibilités. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toutes ces possibilités Ouais, ça, c'est ce qui est... qu'on retrouvera dans ton bouquin sur Oui. les Ah bah oui. naturalistes, évidemment, mais en avant-première. Voilà, exactement. Alors déjà, il y a la magie de l'observation, quoi, qui consiste à... Enfin, c'est une forme de méditation, on est enfin, on est focus sur la plante, l'insecte, etc. Donc déjà, ça procure beaucoup de choses, quoi, d'émotions fortes aussi. Quand on voit, à un moment, quand on se penche sur les choses, on voit la beauté cachée, etc. Après, quand on se renseigne, on voit le fonctionnement, on voit des stratégies de survie enfin, dingues. Donc là, voilà, on se dit, mais enfin, ouais, on se pose des tas de questions. Comment c'est possible? Comment l'insecte, il sait où piquer l'araignée pour pondre dedans et bouffer de l'intérieur sans la tuer? Enfin, comment c'est possible? Donc voilà, ça émerveille. Et après, quand on peut déjà s'émerveiller sans connaître le nom. Mais justement, de pouvoir mettre le nom, eh ben, on a le nom, et après on regarde, ah, mais c'est ça le martinet qui fait des migrations de malades et qui se pose jamais à part pour pondre un œuf et tout le reste de l'année il est en l'air même pour dormir. Voilà, on sait que c'est lui parce qu'on en a entendu parler, parce qu'on s'est renseigné, on a vu un docu, parce qu'on a lu un livre ou n'importe, ou que quelqu'un nous en a parlé. Mais là on l'a sous les yeux et on voit que c'est pas le panda qui vit en Chine, ou c'est juste cette fleur-là, elle est comestible. Voilà, ah oui, c'est celle-là, d'accord. Et de mettre un nom, déjà, ben, ça ouvre voilà, des portes de connaissances, d'émerveillement ah, d'accord, l'arbre que j'avais devant chez moi et que mes gamins me tannaient pour savoir ce que c'était, et j'ai enfin trouvé le nom. Ah, mais c'est lui le mûrier qui nourrit le ver à soie, qui faisait la soie et le commerce en Chine. Enfin, voilà, on peut aller loin, quoi. Et l'autre truc super important, mais même essentiel, je pense qui motive presque tous les naturalistes, c'est que justement cet émerveillement qu'on ressent devant cette beauté, cette mécanique, on peut l'appeler comme on veut, à un moment, on se sent, je sais pas, redevable, enfin, on l'aime, quoi, donc on a envie de la protéger. Voilà. Et c'est un moyen, de savoir donner un nom à une espèce, c'est un moyen, c'est le meilleur moyen pour les protéger, en fait. Parce que on peut être contemplatif, ne pas connaître le nom des espèces, etc., et quand même vouloir la protéger, manifester, militer, s'engager, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où, en plus, on connaît le nom, alors on peut faire des inventaires, on peut aller sur le terrain, consigner, partager, rendre l'information, la donnée, comme on dit, disponible. Et à partir de là, s'il se trouve que sur le terrain où il doit y avoir un méchant projet destructeur, il y a une espèce protégée, ben vous l'avez vu, vous l'avez consigné, observé, rapporté, documenté, éventuellement avec une photo ou autre. Et là, elle est connue, ça y est, vous l'avez pas découvert, mais en tout cas, vous avez rendu ça accessible à connaissance, vous l'avez fait savoir. Et donc, il y a une contrainte. Il y a une contrainte. Alors, des fois, on arrive quand même à construire, mais s'il n'y a pas qu'une, mais 10 espèces protégées, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et il y a combien de projets? Il y a une autoroute qui s'est arrêtée, la 28, pendant 8 ans, parce qu'il y avait une espèce d'insecte protégée au niveau européen. 8 ans, et les chauves-souris aussi, le pic-prune. Enfin, l'insecte, c'est la pic-prune. Parce que cette espèce, alors après, c'est un autre débat de savoir, ah ouais, juste un insecte, on arrête une autoroute. Bon, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Mais au moins, il y a des projets beaucoup plus destructeurs, aberrants, qui peuvent être arrêtés grâce à ça. Et la protection, elle peut aller dans des tas de directions différentes. C'est-à-dire que là, je parle d'un cas concret, mais comment on sait qu'une espèce est menacée? Comment on sait que c'est ce site-là qu'il faut protéger et pas celui d'à côté? Alors, ben, c'est simplement parce qu'il y a des armées, parce qu'on est nombreux quand même, hein, c'est pas une espèce en voie de disparition, heureusement, mais parce qu'il y a plein de naturalistes qui observent, consignent, partagent. Tout ça est mis dans un pot commun. Avec l'avènement des applications, avant on remplissait ça sur fiche, maintenant c'est des milliers de données par mois qui sont accumulées, vérifiées, validées, et sur lesquelles on peut se reposer pour construire le savoir. C'est-à-dire que si moi je suis mon secteur, bon, je vais rater des choses, mais si on est plein à suivre l'ensemble, qu'on compile ça, ben on peut voir quelle espèce est rare, où il y a peu de données, quelle espèce est en déclin, c'est-à-dire sur 10 ans on voit que... Voilà. Et à partir de ces informations compilées, de cette participation bénévole de tous ces naturalistes et de leur expertise, on peut arriver à dire cette espèce-là est menacée. Liste rouge, c'est comme ça qu'on les qualifie. Ici, il n'y en a pas une, il y en a 50 des espèces liste rouge, c'est là qu'il faut faire une réserve naturelle.
Vous voyez le lien? On Mm. arrive, juste en se baladant avec ses bottes et ses jumelles et en partageant tout ça, on arrive à protéger. C'est comme ça qu'on a protégé, on a arrêté la chasse à la tourterelle. Parce qu'il y a des petits bénévoles qui sont allés sur les cols pyrénéens, qui ont compté avec des coups de feu à droite à gauche toutes les tourterelles qui passaient au moment de la migration, qui ont vu ça, qui ont fait ça pendant des années, qui ont vu que ça se cassait la gueule, mais 40% en 10 ans, Mm. tout simple. Au niveau européen, pareil. Donc en 2020 ou 19 je crois, Conseil d'État a dit bon, on arrête la chasse. Et c'est arrêté, c'est reconduit, alors c'est suspendu. Donc, Ouais. mais encore jusqu'à l'année prochaine, au moins, enfin jusqu'à cette année au moins. Mm. Voilà, et c'est parce que ça a été juste parce que quelqu'un a fait ça et qu'ils étaient plusieurs et qu'ils ont. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est ça le pouvoir du naturaliste, quoi. Et c'est accessible. C'est ça que je veux C'est pour marteler. ça qu'ils insistent tous dans les tous sur non seulement acquérir des connaissances, mais les partager en fait. Ouais. Ah, voilà, exactement. C'est ça qui fait, Ça, c'est primordial. qu'on passe à l'étape suivante. Voilà. Et c'est un désir presque naturel parce qu'on a envie de protéger ce qu'on voit. On connaît, c'est un peu le leitmotiv de la collection. Et puis c'est le leitmotiv de tous les naturalistes. Finalement, j'invente rien, mais on connaît ce qu'on observe, on aime ce qu'on connaît et on protège ce qu'on aime, quoi. C'est juste une suite vertueuse, quoi. Donc là, on est en plein dedans. Super. Alors, quelques petites questions plus pratiques. Je voulais te demander comment ça se passe pour les illustrations. Oui. Il y a tantôt des photos, tantôt des dessins, parfois des petits schémas. Qui est-ce qui les fait? Est-ce qu'il y a un illustrateur pour chaque livre? Est-ce que c'est l'auteur qui illustre avec ses propres données? Parce que je sais que, par exemple, celle qui a écrit Les Fleurs Sauvages, elle dit qu'elle se promène toujours avec un petit carnet et presque des aquarelles sur place pour faire ses croquis. Ou est-ce que tu pioches dans des bases de données? Il y a tout. Il y a tout. Pour la couverture, c'est un dessinateur unique qui est à Arles, Cyril Girard, super talentueux, et qui a fait l'essentiel des dessins d'oiseaux, mais après uniquement les couvertures, on passe toujours par lui. Mais par contre, depuis peu, pour les schémas, ça va être un service, les tableaux, les choses, un peu, les graphiques, beaucoup pour géologie, on est passé par un service de Tana. Pour les petits dessins comme ça peut être les auteurs. Mais Lucille, qui aurait pu illustrer plus de choses, n'avait pas le temps. Elle pouvait écrire, mais elle ne pouvait pas en plus illustrer. Donc ça a été fait par quelqu'un qui nous accompagne depuis maintenant presque le début, depuis presque Oiseau, et qui est Maud Silly, qui est j'espère que je ne vais pas dire une bêtise, qui est en Normandie, je crois. Parce qu'elle est en baie Mont-Saint-Michel. En Normandie. Enfin, je crois que c'est je crois qu'elle est en baie du Mont-Saint-Michel. Bref, elle est dans une baie sur la façade atlantique aux mers du Nord. Pardon, mais en tout cas, elle est super talentueuse et puis naturaliste, motivée aussi par le projet, efficace. Elle a un peu du mal à faire des mains. Donc, pour faire quelqu'un qui capture l'insectophile, c'était pas évident. Je l'ai vraiment challengé. Et pour vraiment tout ce qui est n'importe quelle faune, flore, cailloux, etc., elle est super forte. Et là, elle nous suit, on fait appel à elle depuis le début. Ça, c'est super chouette. Et après, le ratio, les photos, c'est soit des photos un peu des auteurs quand ils en ont. C'est le cas beaucoup pour champignons. Et soit c'est effectivement en plus dans des bases de données photos. Et après, l'agencement, le ratio, c'est un peu plus de photos que de dessins. Ça dépend Et en gros, en général, il y a 150, je crois, ou 170 illustrations par an. Oui, il y en a beaucoup. Sur 130 pages. Et quel public est visé? Est-ce que j'imagine que ça vise les adultes, mais est-ce que ça peut aussi, à ton avis, être mis entre les mains d'enfants pas trop petits Non, à partir de 10, 12 ans, ce que je raconte là, je le raconte parfois quand je fais des sorties avec des ados, pré-ados, ça marche. Donc 10, 12 ans, parfois, c'est ça. Peut-être même un peu avant, quelqu'un qui est vraiment éveillé, qui est à fond. Quoi. Parce que c'est très accessible, encore une fois. Donc. Ok. Ben, moi, j'ai fini avec mes questions. Mais peut-être que vous en avez. Allez-y. Vas-y. Tout à l'heure, vous parliez des listes rouges. Est-ce que c'est les listes rouges de l'UICN? Oui, c'est ça. Donc en fait, même si on est naturaliste amateur, on peut contribuer à alimenter ces listes-là. C'est ça, exactement. Parce que c'est donc l'UICN, c'est l'Union internationale de conservation de la nature, qui est l'organisme qui a mis au point la méthode, parce que c'est une méthode vraiment de classification dans différentes catégories de menaces, qui depuis pas trop endangerées jusqu'à en danger critique d'extinction, classe les espèces dans justement selon leur
leur risque de disparaître à court ou moyen terme sur un territoire donné. Il peut y avoir une liste rouge sur la France, sur l'Europe, sur le monde, etc. Et tout ça est basé sur des dires d'experts, mais ces dires d'experts se basent soit sur des publis, soit sur l'exploitation d'un jeu de données. Et ce jeu de données, encore une fois, commence toujours, sauf études vraiment ciblées, mais commence essentiellement par la mise au pot commun de données. Moi, quand je sors, j'ai une appli, j'en ai deux même, hyper simple, où je rentre le nom de ce que je vois. Avant, je le notais dans mon carnet d'ops. C'est toujours intéressant un carnet d'ops, mais voilà. Là, je rentre mes données en direct. Ça va directement à la LPO. Enfin, ça va dans l'association qui s'occupe du groupe. Ouais. LPO pour oiseaux, ça va la Société française d'orchidophilie, je crois, pour les orchidées, etc. Bref, un sec, machin. Donc tout est ventilé directement. J'ai donné mon accord pour ça. Et tout le monde fait ça. Donc, vraiment, c'est des milliers de données. Et même le moineau compte. Tu peux rentrer ta donnée de moineau, parce qu'une moineau a une espèce de donnée de moineau, de mésange, bon, ok. Mais quand il y en a 10 000, 100 000, etc., et que c'est fait sur 10 ans, bon, ben, si un jour, statistiquement, on devrait avoir, s'il y a autant de moineaux, on a autant de données à l'année 1 qu'à l'année 10. Mais si on en voit moins à l'année 10, c'est qu'il y a eu un problème. S'il n'y a pas eu de message du genre arrêtez avec les données de moineaux, on n'en peut plus, ce qui n'est pas le cas. S'il n'y a pas eu ce genre de message, a priori, c'est censé être pareil. Donc si on observe une baisse, c'est qu'il y a une baisse effective. Voilà. Ouais. Et donc en plus, il y a des biostatisticiens qui se penchent sur ces données, qui peuvent arriver à en tirer des merveilles. Vraiment, c'est hyper puissant en fait. C'est juste. Et une donnée, c'est le lieu, la date, l'espèce. Voilà. Et on rajoute le nom d'auteur pour pouvoir vérifier ou lui demander des précisions s'il y a un doute. Voilà, c'est tout quoi. Et avec ça, on arrive à faire toute la protection, parfois la lutte, etc. Donc oui, donc ouais, c'est juste ça. Et ça peut être fait justement avec des applications et tout ça par vraiment tout le monde quoi. Ouais. Peut-être que ça va te donner envie de t'y mettre. Oui. Non, mais je sais. Mais voilà. Non, mais ne te flagelle pas. Oui. Ne te flagelle pas quand même. Oui, pardon. Non, c'est... mais du coup, en 10 ans, il y a de plus en plus de personnes qui partagent des données, oui. Donc potentiellement, il peut y avoir un nombre de, je dirais beaucoup de moineaux qui vont être observés. Donc comment on arrive finalement à, j'ai pas saisi, comment on arrive à observer une baisse. Je prends l'exemple, il y avait le faux débat sur les ours polaires. On disait mais les ours polaires en fait tout va bien, il y en a beaucoup plus, mais en fait c'est juste parce que la capacité d'observer les ours polaires s'est tellement améliorée qu'en fait il y en a pas plus, mais c'est juste qu'on arrive à en observer plus. Oui. Et bien là justement le travail des biostats, c'est de se pencher là-dessus, c'est de voir le nombre de contributeurs. Je ne le suis pas moi, mais moi j'ai un peu une formation scientifique et je me dis, évidemment ils vont rapporter le nombre de données au nombre de contributeurs. Et si le nombre, voilà, et du coup c'est juste un peu, pas une règle de 3, ça va un peu plus loin, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. C'est comme ça qu'on peut le voir. Ouais. Mais oui, la base de données avant, oui, on remplissait nos fiches, on les envoyait, c'était compilé, tout ça. Maintenant, grâce à ces applis, ça a été une révolution en fait. Et vraiment. Et quand je dis qu'elles sont vérifiées, validées, c'est que si vous vous trompez sur une donnée de mésange, que c'est pas la bleue mais la charbonnière, personne n'ira vérifier. Et l'erreur, là, sera peut-être dans la base, parce que vous l'avez pas pris en photo, tout ça. Donc. Mais c'est pas ça qui est vraiment. Ce qui est vérifié, c'est qu'il y a des filtres. Et si vous voyez par contre une hirondelle classique, commune, mais que vous la voyez en hiver, bon, là quelqu'un, ça sonne une sonnette, et là quelqu'un viendra vous voir en disant si vous voyez une espèce super rare, qui est possible, mais super rare, pareil, on vous demandera une description, enfin voilà, on vous interrogera. Et c'est en ça que c'est vraiment super bien fait, quoi. C'est que c'est assez robuste. Ouais. Et tout le monde peut participer, encore une fois. D'accord. Et c'est ludique en plus. On s'achète des jus. Avec des c'est ça, c'est ludique. C'est une enquête, on est un peu sur l'écran parfois, mais pour la bonne cause. Et puis même il y a des applis, même moi j'ai des applis de reconnaissance maintenant avec l'intelligence artificielle. Il y a des applis de reconnaissance d'insectes, de plantes, de tout ce qu'on veut. Et c'est super parce que ça fait pas de vous un naturaliste, parce que c'est comme utiliser une appli pour traduire voilà, vous apprenez pas la langue si vous la faites traduire, enfin vous la parlez pas.
mais ça rend service. Et moi, par exemple, quand je voyage à l'étranger, bon, j'ai un peu de mal avec, dans les forêts tropicales, les insectes, les plantes, bah, je sors l'appli, et même là-bas ça marche, et elle m'oriente. C'est toujours une aide, c'est toujours une indication. Ça permet de mettre sur la voie ou pas, parce qu'on regarde si ça colle, il faut toujours avoir un œil critique, avec quelle que soit l'appli. Mais au moins ça m'oriente, et des fois il y a des trucs, j'en sais rien du tout, je scanne, ah ok, bon, voilà. Et après je cherche, je creuse, je vérifie si c'est bien ça. Mais c'est super pratique. C'est des révolutions qui nous ont bien aidés. Ouais. Moi, je voulais savoir si tu étais anxieux par rapport au nombre de titres différents que tu peux proposer à l'avenir dans cette collection. Tu as pris assez large, quoi. Ouais. Oiseaux. Excellente remarque, parce que, évidemment, on verra où nous mène cette collection. Pour l'instant, on prend large, mais et rien n'exclut, et bien au contraire, d'ensuite se spécialiser et de sortir un jour quelque chose sur les orchidées uniquement, alors qu'on a déjà fleurs sauvages, ou alors que sur les rapaces, alors qu'on a déjà oiseaux, etc. Donc sur des groupes comme ça, plus sortir un titre un peu fédérateur quand elle sera connue, et puis un titre un peu moins, comme les lichens ou les araignées justement. Et après aussi, pourquoi pas, tout est possible, on est encore en pleine réflexion, mais pourquoi pas des choses sur des milieux qu'on croit connaître, mais pour les démystifier, les apprendre, c'est-à-dire quelque chose sur la forêt tropicale. Ou les pôles, par exemple. Les pôles, c'est froid, c'est blanc, etc. Ben non, pas tout à fait, en fait. Pareil, la forêt tropicale, des animaux partout, etc. L'extase, ben non, c'est du vert. Et la faune, tu la vois pas. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut... Et le but, c'est vraiment d'éduquer, d'une façon ou d'une autre, là, à reconnaître, à donner un nom. Mais ça peut être aussi à comprendre. Et c'est ce qu'on voulait faire d'ailleurs avec Arbre. Il est intéressant ce titre parce que Arbre, on s'est dit, on ne va pas apprendre les gens à reconnaître les arbres, c'est très facile. La guide, là, pour le coup, ils sont vraiment très bien faits. La méthode, elle est très simple. Tu attends qu'il y ait une feuille et tu regardes. Il y a des applis qui marchent à tous les coups, quasiment. Par contre, on va essayer de donner des tuyaux pour comprendre l'arbre. C'est-à-dire, quand tu vois des petits trucs un peu bizarres sur la feuille, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des galles. Okay. Les racines, est-ce qu'elles sont toutes dans le sol? Ah ben non, des fois, la racine, elle est aérienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Pourquoi la feuille a cette forme-là et pas cette forme-là? Vraiment essayer de comprendre l'individu arbre, aussi dans son contexte. S'il est tout seul, s'il est dans une forêt, dans un verger, est-ce que c'est la même chose? Et c'est ça qui se distingue. Et pourquoi pas répliquer l'approche avec justement des milieux. La forêt, même la forêt de chez nous, je parle de forêt tropicale, mais ça peut être même la forêt de chez nous. Les araignées. Les araignées, ouais. Mais c'est très drôle, avec l'université populaire, on avait fait une conférence sur les araignées, et ça a changé, il y a eu une centaine de personnes au moins, et ça a changé complètement le regard. Et le mien, en particulier, jamais plus je vais tuer une araignée. Ah ben ouais, mais c'est ça. Au pire, je vais la sortir ou autre depuis quelques années. Mais c'est exactement ça, c'est que avec ces méthodes, en arrivant à mettre un nom, ça aussi, c'est pas que ça oblige, mais on va au-delà. Savoir juste que c'est un érable ou une libellule, enfin une demoiselle, machin. Souvent, on a envie de savoir, bon, et elle vit comment? Est-ce que c'est comestible? Et est-ce que c'est loin cette étoile? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi l'inerte, la naturaliste. Voilà, et ça nous fait découvrir des choses, et ça nous fait les aimer, donc les protéger. Et à la fin, au bout du compte, pour 99% des naturalistes, l'objectif final, c'est la conservation. Conservation de la nature, et pour l'homme, en fait, il agit pour lui. Parce que si on protège le lynx, le pique-prune, ou les moindres bestioles qui empêchent le développement, etc., bah, c'est pour nous, en fait. C'est super, l'ours, le lynx et machin, génial, moi j'adore, ils sont beaux, et en plus ils sont beaux, donc c'est top. Mais le pique-prune aussi, il est moche, il est caché, il vit la nuit, il est dans des arbres, on ne le voit jamais. Mais bon, il sert à rien, mais il sert à rien comme Mozart. Enfin, ou comme, je sais pas, qui connaît Shozo-Numa? Je sais même pas si c'est le nom du titre ou du bouquin, ou Yapu. Yapu, c'est le titre. Voilà. Alors, qui connaît Shozo-Numa? Et pourtant, qui nierait le droit de cet auteur à écrire un bouquin, à le publier, à se faire plaisir? Et qui nierait le droit d'un moucheron à vivre sa vie, à se reproduire, etc. Enfin, il n'y a pas à se justifier. Il est là, il fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire vivre sa vie de puceron, de moucheron ou d'écrivain, et c'est tout. Et on respecte ça, et on ne va pas le détruire.
Et une forêt a autant de valeur qu'une cathédrale, sinon plus, parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais la forêt, elle nous apporte des bénéfices vraiment concrets en termes d'assainissement de l'air, de régulation de l'eau, etc. Donc, quand on protège et quand on se sert de ces pauvres espèces à la con de merde, moches ou invisibles, ou que personne connaît, en fait, c'est pour nous qu'on fait ça. Enfin, moi, je suis hyper égoïste, hein, je fais pour moi, et j'exagère. Mais voilà, c'est vraiment ça qui nous anime, quoi. C'est pas vraiment une question, c'est juste un commentaire. J'ai beaucoup aimé Arbre pour plein de raisons. La feuille, c'est un vaste sujet parce que la plupart d'entre nous ici reconnaissons Aschenberg sans même le regarder. Mais si on regarde les feuilles, là on commence, on commence à se poser de nombreuses questions. Mais c'est précisément justement cette idée directrice de les situer un peu plus les uns par rapport aux autres dans leur milieu ou dans leur fonction qui, moi, m'a beaucoup séduit. Un autre commentaire sur la taxonomie. J'ai traduit des livres de botanique. D'accord. Et ça serait bien s'il n'y avait qu'un seul binôme. Ça serait vraiment bien. Oui. Ça, mais je reconnais que depuis 15 ans, il y a eu un énorme effort de convergence qui a été fait. Parce que sinon, il y avait vraiment de quoi se faire encore plus de cheveux. C'est ça. Et, alors oui, c'est vrai. Il n'y a qu'un seul nom, mais tout le monde n'est pas d'accord sur le nom. C'est ça le problème. Voilà. Et puis même des institutions extrêmement reconnues et vers qui tout le monde se tourne pour leur valeur scientifique se tirent joyeusement la bourre. Oui, mais le premier qui l'a identifié. Et comme maintenant, en plus avec les séquençages ADN, on a décidé que non, finalement, c'était pas dans cette famille, donc on va le changer de poupée russe. Donc effectivement, c'est pour ça que une flore qui a 20 ans aujourd'hui, c'est un élément historique, mais c'est plus franchement un livre de référence. Je ferme juste ma petite parenthèse. Mais la nomenclature, c'est un truc de mal. L'art de nommer, c'est... Mais je reconnais aussi, en fait, pour avoir de temps en temps cédé aux insistances de ceux qui pensent que je suis botaniste parce que je traduis la botanique et de les avoir traînés aux alentours de mon village, beaucoup veulent savoir tout de suite le nom. Et chaque fois, je les fais patienter. Jusqu'à ce que vraiment, voilà, le nom, c'est la petite cerise sur le gâteau. Exactement. Pour qu'il l'intègre bien. Parce que quand on participe à des sorties où, tiens, ça c'est ça, et ça c'est ça, et ça sert à ça, au bout du compte, tu reprends les gens 3 jours après, s'ils se rappellent peut-être 2-3 plantes qui, en général, ils connaissaient avant, et c'est vraiment le bout du monde. Donc le nom, c'est pas non plus une fin en soi, mais c'est une façon d'articuler et après de défendre. Juste par contre, une remarque sur la maquette. Moi, je lis beaucoup avec ma lampe de chevet. Le noir sur un vert saturé, d'accord. C'est illisible. Ah oui, ok, d'accord, ça marche. Les petits encadrés verts. Les verts, les mots d'eux. Moi aussi, j'ai eu du mal avec ça. Ok, ça marche, c'est noté. C'est noté. Tout à fait. Il y a des petits encadrés vert foncé. Il y a 3 types d'encadrés. Celui-là, c'est le mot de. Où au personnel, on dit je vous conseille ça, je vous recommande. Oui, c'est très chouette parce que ils sont noirs sur vert. Ils sont comme ça. Le fond est vraiment foncé. À moins d'avoir un spot. C'est noté. C'est vrai, il faudrait l'éclaircir un peu. Et en plus, en matière de recommandations écologiques dans l'imprimerie, on dit que c'est moins saturé, il y a moins de pigments. Ok, ça marche. Ah ouais, si, moi je pense. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Carrément. C'est un début de collection, il faut l'améliorer, il faut prendre tout ce que tu peux. Parce que ça peut pas être sûr que... Mais là, ce que vous disiez sur le fait de nommer, effectivement, moi quand je dis mettre un nom, c'est pas forcément mettre le nom de l'espèce. Parce que, et c'est ça tout l'objet notamment des 2 derniers qui sont sortis, on apprend la méthode, et ensuite on présente les grands groupes justement pour resserrer. Dans le livre Oiseau, on parle de gang. Comme si vous êtes une enquête, vous savez que c'est un des gangs qui a fait le coup, mais vous savez pas lequel. Mais déjà, avant de savoir quel individu, il faut savoir si c'est
les Rital ou les machins ou les trucs ou les ça. Donc voilà, il faut déjà être bien orienté. Et là, on présente justement les coléoptères et les libellules et machin, etc. Et après, si vous voulez aller plus loin, il y a des tas d'ouvrages qui existent pour donner le nom de l'espèce, puisque c'est l'espèce, la pièce finale du puzzle, c'est l'espèce. Il faut aller jusque-là pour justement que ce soit pertinent, etc. Et donc, ça, c'est si vous voulez. Mais si vous arrêtez déjà, vous savez faire la différence entre une grive et un merle, c'est déjà super. Il n'y a pas besoin de savoir si c'est une grive mauvaise, ni qu'elle a 2 ans, que c'est une femelle, tout ça. Non, c'est une grive, c'est génial, c'est déjà génial. Et on peut s'arrêter où on veut. Et voilà, nous, on met sur le chemin. Pour les plantes et les insectes, justement, on s'est arrêté aux grandes familles. C'est déjà que tu arrives à savoir que c'est une astéracée, c'est-à-dire la famille des pâquerettes et tout ça, ou une orchidée, parce que la structure, elle est comme ça. Bon, mais génial, tu sauras reconnaître une orchidée. Après, laquelle, si tu as envie, vas-y. Maintenant, tu as les outils. Ouais, ça, c'est vraiment assumer ça. Parce que, finalement, pour aller plus loin, il y a ça. Après, il y a plein de relais. Ouais, avec tous les descriptifs sur le nombre de poils et oui, le nombre de c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci. Et Raphaël, plaisir, pour merci tout ça. à toi et à vous. Franchement, tu nous as appris plein de choses. Oh, cool. On va vous offrir un petit apéro si vous en avez envie. Ah, oui. Et puis, si vous voulez acheter des livres et les faire dédicacer par le directeur de la collection. C'est le moment jamais. Merci à vous. Merci.